Quand l'avion a atterri et que le voyant des ceintures s'est éteint, Camille Lambert a souri doucement. Elle attendait cette visite depuis des semaines. Elle allait enfin revoir son fils unique, Julien, après presque un an sans se voir. Elle s'était imaginé la scène encore et encore. Lui l'attendant juste après la zone des bagages, les bras ouverts, peut-être même avec une de ces pancartes ridicules où son prénom serait écrit en grand. Mais quand elle a franchi les portes du terminal, il n'y avait personne. Juste le bruit sourd des valises sur les roulettes, des annonces impersonnelles au micro et la lumière crue des néons de l'aéroport. Aucun visage familier. Aucun « maman » lancé avec un sourire. Juste le froid sec de l'hiver qui mordait en l'air et un silence si pesant qu'il semblait résonner dans ses os. Camille a attendu près de la zone des départs, sa petite valise posée à côté d'elle. Elle a jeté un œil à son téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message. Elle a soupiré, s'est dit qu'il devait être coincé dans les embouteillages. Qu'il faisait peut-être un tour de plus dans le rond-point. Mais 30 minutes ont passé. Puis 40. Toujours rien. Sa main a légèrement tremblé quand elle l'a appelé. 4 sonneries. Puis la messagerie. « Salut, c'est Julien. » Laisse un message. Elle n'en a pas laissé. Elle a juste rangé son téléphone dans la poche intérieure de son manteau et levé les yeux vers la neige qui tombait drue dehors. Quelque chose, au fond de sa poitrine, s'est fendu sans bruit. Ce n'était pas juste de la déception. C'était plus froid, plus clair. C'était la reconnaissance brutale que Julien n'était pas en retard. Il ne venait pas. Mais avant de vous raconter comment tout a changé pour moi, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez, vous aussi, un jour tout donné, pour finir seul sur le quai, à attendre quelqu'un qui ne viendrait jamais. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Parce que je me demande encore, ce genre de trahison, cette sensation d'être invisible pour ceux qu'on a le plus aimés, est-ce que ça n'arrive qu'à moi ou est-ce que ça arrive partout? Le chauffeur de taxi n'a même pas croisé son regard quand elle et Sal est montée à l'arrière. « Vous allez où, madame ?» Elle a donné l'adresse sans réfléchir. Celle de la maison où elle vivait depuis plus de 30 ans. Celle où Julien avait grandi. Celle qu'il n'avait même pas pris la peine de visiter pour Noël. Dehors, la ville scintillait de guirlandes et de vitrines chaleureuses. Mais à l'arrière de cette voiture, Camille restait silencieuse, les doigts serrés dans son manteau, sa respiration formant une buée discrète sur la vitre. Elle n'était pas triste. Pas encore. Elle était en train de comprendre. Et quelque part entre l'aéroport et la maison, quelque chose en elle a commencé à se déplacer. Ce n'était pas de la confusion, c'était de la lucidité. Une forme calme et nette de clarté. De retour chez elle, Camille s'est assise au bord du lit. Le vieux couvre-lit fleuri s'écrasait sous ses mains. La valise était là, fermée, intacte. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas défait ses affaires. Son esprit ne pensait plus à l'aéroport, mais à des souvenirs plus anciens. Après la mort soudaine de son mari, quand Julien n'avait que 8 ans, elle avait resserré son univers autour de son fils comme une carapace. Elle sautait des repas pour qu'il mange à sa faim. Elle prenait des gardes supplémentaires à la maison médicale pour payer ses sorties scolaires. Il ne l'avait jamais remerciée. Quand Julien avait eu du mal avec les maths, elle avait trouvé un professeur particulier. Quand il s'était cassé le bras en trottinette, elle était restée toute la nuit sur une chaise d'hôpital à lui fredonner des berceuses, celles qu'il faisait semblant de ne pas entendre. À 23 ans, il était venu la voir avec des étoiles dans les yeux et un projet de start-up en tête. « J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce, maman », avait-il dit. Elle avait souri, signé le chèque, vidé une partie de ses économies de pré-retraite. Le directeur de la banque l'avait mise en garde. « Ce n'est pas prudent, madame Lambert. » Elle avait répondu « Les rêveurs ont besoin d'elle. » L'application a échoué. Les investisseurs se sont envolés. Julien s'est effondré. Et Camille a tenu bon. « On trouvera une autre voie », lui avait-elle murmuré en le tenant contre elle, pendant ses sanglots étouffés qu'il croyait cachés. C'était il y a 10 ans. Depuis, elle avait co-signé des prêts, remboursé des cartes de crédit, même hypothéqué une partie de la maison quand son fils avait eu un nouveau revers. Elle portait le même manteau d'hiver depuis 7 ans, car il y avait toujours une facture urgente à payer. Elle avait annulé sa propre fête pour ses 60 ans, parce que Julien avait oublié. Et jamais, jamais, elle ne s'était plainte. Elle appelait ça de l'amour. Lui, il appelait ça normal. Assise dans le calme de sa chambre, Camille a ressenti quelque chose de nouveau.
Pas du regret. Plutôt une lucidité lente et brûlante. Elle avait été le filet, celui qui amortit chaque chute. Mais que se passe-t-il quand le filet décide de ne plus rattraper personne? Quand la loyauté devient une dette? Et quand cette dette se brise, qu'est-ce qui reste? Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus à qui elle avait tout donné, ni pourquoi. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les stores et dessinait des lignes pâles sur les carreaux froids de la cuisine. Camille a versé son café, s'est assise et a ouvert son téléphone sans réfléchir. C'était devenu une routine, vérifier les soldes, transférer de l'argent, s'assurer que les prélèvements automatiques de Julien passaient bien. Mais ce matin-là, son pouce a hésité sur son nom. Julien Lambert, encore répertorié comme utilisateur secondaire sur 3 comptes bancaires, encore détenteur d'une carte de crédit partagée, encore noté comme contact d'urgence. Urgence. Le mot l'a arrêté net. Quel genre d'urgence laisse une mère seule sur le trottoir d'un terminal en plein hiver? Elle est entrée dans les paramètres. Son souffle était calme. Aucun drame. Aucune colère. Juste des chiffres. Juste des faits. Elle a fait défiler l'écran. Un petit bouton apparaissait en bas. Geler l'accès. Elle a cliqué. Une fenêtre a surgi. Confirmer l'action? Son doigt n'a pas tremblé. Oui. L'écran a clignoté 2 fois. Accès suspendu. Autorisation acceptée par établissement. Et juste comme ça, tout s'est arrêté. La carte de Julien allait être refusée. Les prélèvements allaient échouer. Les comptes qu'il utilisait comme des tirelires venaient de lui glisser entre les doigts. Camille a posé le téléphone et expiré lentement. Ce n'était pas une vengeance. C'était comme retrouver son propre nom. Elle s'est adossée à sa chaise, observant le plafond dont elle voulait repeindre un coin depuis des années. Quelque part de l'autre côté de la ville, Julien buvait sans doute un café hors de prix en planifiant son dîner avec Clémence, sans se douter que le sol venait de céder sous son style de vie. Et pour une fois, Camille ne ressentait aucune culpabilité. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une punition. C'était une correction. Silencieuse. Une ligne posée, non pas avec colère, mais avec lucidité. Une décision de survie. Et dans tout ce qui comptait vraiment, c'était un début. À peine 1 heure plus tard, son téléphone a vibré. Camille a regardé l'écran. Un message de Julien. « Maman, ton appli bug. Ma carte ne passe plus. Tu peux vérifier ?» Aucun bonjour. Aucune excuse. Juste l'habitude enracinée que sa mère allait tout réparer, tout de suite. Elle a fixé l'écran, son pouce en suspens au-dessus du clavier. Les vieux réflexes ont surgi. Expliquer, rassurer, minimiser. Mais cette fois, ils ne l'ont pas submergé. Ils n'ont pas gagné. Une autre image a émergé. 5 ans plus tôt. Une chambre d'hôpital, Camille en chemise d'opération, encore groggy après l'anesthésie, des tubes plantés dans les bras, le rythme cardiaque surveillé chaque heure. Elle avait prévenu Julien bien en amont de la date. Il avait promis d'être là. Il ne s'était jamais montré. Urgence boulot, avait-il dit au téléphone, comme si c'était un simple rendez-vous chez le dentiste, comme si sa douleur n'était qu'une option. Camille n'avait jamais oublié ce réveil. Ce moment où elle avait scanné le couloir dans l'attente de son fils, avant de comprendre qu'elle ne comptait pas assez. Maintenant, alors que son téléphone vibrait à nouveau, « Maman, allô ?» Elle a simplement retourné l'appareil face contre table. Aucun mot, aucun drame, juste le silence. Parfois, le silence est plus puissant qu'un cri. Elle s'est levée, a traversé le couloir jusqu'à son bureau et a ouvert le tiroir où elle rangeait ses papiers personnels. Directives médicales, procuration, formulaire d'urgence, tous avec le nom de Julien soigneusement inscrit. Elle les a sortis un par un et les a étalés sur le bureau. Puis elle a commencé à tout mettre à jour. Nouveau contact. Une amie de son groupe paroissial, Mathilde. Nouvelle procuration. Plus de familles. Nouveau bénéficiaire. Moitié pour une association de femmes victimes de violences économiques, moitié pour un fonds d'aide juridique aux personnes âgées. C'était la première fois depuis l'âge de 22 ans que son nom figurait seul sur ses documents officiels. Et ça ressemblait à une respiration. Camille n'a pas claqué de porte. Elle n'a pas hurlé dans le vide. Elle a simplement cessé de répondre. Parce que la forme de rejet la plus puissante, ce n'est pas la rage, c'est l'indifférence. Peu après, Clémence a commencé à publier sur les réseaux. Pas de noms cités, juste des insinuations. Triste que certaines personnes oublient qui les a toujours soutenues. Puis un déluge de commentaires. Pensez pour vous deux. Courage, elle finira par comprendre.
Maltraitance envers les aînés, c'est plus courant qu'on le croit. Camille lisait tout en silence, en buvant son thé. Elle ne répondait pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle prenait des captures d'écran, une à une. Chaque post, chaque commentaire, chaque allusion. Elle les rangeait par date dans un dossier privé qu'elle avait renommé « Au cas où ». Son avocate, Maître Renard, lui avait dit un jour « Ne coupez jamais la parole à un menteur quand il est en train de construire votre dossier ». Alors Camille les laissait parler. Elle laissait les faux récits s'accumuler. Elle laissait les inconnus compatir à des demi-vérités. Parce qu'elle savait que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin de temps. Et Camille avait appris à attendre. Le jeudi suivant, elle a trouvé une enveloppe glissée sous sa porte. Plainte déposée. Julien et Clémence la poursuivaient en justice. Les accusations étaient violentes, incompétence financière, déclin mental, influence abusive. Ils affirment qu'elle n'était plus en état de gérer ses affaires. Camille a lu le document une fois, puis elle a appelé Maître Renard. Une semaine plus tard, elle a pénétré dans la salle d'audience vêtue d'un tailleur gris perle, boucles d'oreilles discrètes, cheveux tirés, visage serein. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une survivante. Julien était assis en face, le regard fuyant. Clémence chuchotait avec agitation à leur jeune avocat qui feuilletait nerveusement un dossier bariolé de post-it. La juge, une femme dans la soixantaine, cheveux argentés et regard perçant, a ajusté ses lunettes. Affaire numéro 143. Lambert contre Lambert. Plaignant, vous pouvez commencer. L'avocat s'est levé, voix tremblante, discours vague sur la confusion, les malentendus, la vulnérabilité. Camille n'a pas scié. Elle est restée droite. Quand vint leur tour, Maître Renard s'est levé, avec une assurance calme. Nous ne sommes pas ici pour spéculer, Madame la juge. Nous sommes ici pour présenter des faits. Elle a posé un unique dossier sur le banc. Pièce A. Message de Julien demandant des virements pour des raisons inventées. Pièce B. Relevé bancaire montrant des milliers d'euros transférés sans autorisation. Pièce C. Enregistrement vocal dans lequel Julien dit clairement « Elle perd la tête. Une fois qu'on a le contrôle, on est tranquille pour la vie. » Le silence s'est abattu sur la salle. Même la juge s'est adossée à son siège. Puis Camille a parlé. Sa voix était posée, claire. J'ai élevé mon fils seul. J'ai payé ses dettes. J'ai donné jusqu'à ne plus rien avoir. Mais je ne lui ai jamais donné le droit de me traiter comme un distributeur automatique avec un pouls. Un murmure a parcouru la salle. Le verdict a été rapide. Rejet total de la plainte. Amende pour procédure abusive. Camille Lambert, reconnue pleinement apte, indépendante. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas levé les bras. Elle s'est simplement levée, a salué la juge et quitté la pièce. Un pas de plus vers sa vie. Une vie choisie. Le lendemain du jugement, Camille s'est assise à sa table de cuisine, avec une tasse de café corsée entre les mains et une sérénité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Le silence dans la maison n'était plus une absence. Il lui appartenait. Avant midi, elle s'est connectée à son espace bancaire sécurisé et a finalisé ce qu'elle préparait discrètement depuis des semaines. Tous ses actifs, chaque compte, chaque investissement, ont été transférés dans une fiducie à son nom seul. Aucun mandataire. Aucun ayant droit. Aucun raccourci. Puis elle a ouvert un onglet qu'elle avait mis en favori il y a un mois. Une villa baignée de soleil, perchée sur une côte tranquille dans un petit village au bord d'une mer cristalline. Discrète, sûre, apaisante. Elle l'a achetée sans hésiter. Ce n'était pas une échappatoire, c'était une renaissance. Ce même après-midi, Camille a appelé Maître Renard pour confirmer la dernière signature. Ensuite, elle a commencé à faire ses valises. 2. Rien que l'essentiel. Du linge confortable, un album photo, son journal et un classeur en cuir contenant tous ses documents juridiques désormais mis à jour. Avant la fin de la semaine, elle avait disparu. Elle n'a pas laissé de mots. Elle n'en devait pas. L'air marin l'a accueillie comme un vieil ami lorsqu'elle a posé le pied sur le petit ferry qui l'a menée à ce nouveau refuge. À la réception du domaine, un jeune homme en chemise de lin impeccable lui a tendu un verre de citronnade glacée. « Bienvenue à la résidence Écume d'Azur, Madame Lambert. » Elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps, ce nom ne lui pesait plus. Dans les jours qui ont suivi, Camille a commencé à s'épanouir dans l'air salin.
Elle s'est inscrite à des cours de navigation, a arpenté les marchés locaux, a ri avec des femmes qui, elles aussi, avaient survécu à quelque chose de lourd. Et le mercredi matin, elle a donné son premier atelier. Liberté financière pour femmes de plus de 60 ans. Des femmes qui avaient trop donné, trop longtemps. Elle n'a pas fait la morale. Elle a partagé. Des pensions vidées à petit feu, des enfants adultes qui confondent amour et dette, des promesses faites sous pression, des silences avalés pendant des années. Elle a parlé du pouvoir de dire non. Pas dans la colère, dans la clarté, pas avec rancune, avec fermeté. Et chaque semaine, de nouvelles femmes venaient s'asseoir à cette table. Non pas pour être sauvées, mais pour se souvenir qu'elles n'avaient jamais été faibles. Juste réduites au silence, jusqu'à maintenant. Pendant ce temps-là, en ville, Julien commençait à s'effondrer. D'abord, ce furent des refus de paiement, une carte bloquée, un prélèvement rejeté, puis des mensualités ratées sur sa voiture, sur son loyer. Il a appelé la banque, affolé. Sa voix montait à chaque explication. « J'ai les accès. »« C'est une erreur, vous devez vérifier. » Mais la réponse était calme, ferme. « Votre autorisation a été révoquée, monsieur Lambert. » Le propriétaire principal a modifié les conditions. Julien a raccroché, les mains tremblantes. Cette nuit-là, il a écrit un long message à sa mère. Ce n'était pas des excuses, juste de la panique. « Maman, je suis dans une situation grave. Pas seulement financière, juridique aussi. J'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. » Camille a lu la lettre, une fois. Puis elle l'a pliée soigneusement. Elle l'a glissée dans une enveloppe, étiquette manuscrite. Preuve potentielle, aveu non sollicité, usage frauduleux. Elle l'a ensuite envoyée à l'agence d'enquête financière. Sans commentaire, sans note. Juste la vérité. Utilisée à bon escient. 2 semaines plus tard, l'information est tombée. Julien Lambert, arrêté pour escroquerie, abus de compte partagé et fraude financière multiple. Son visage, figé sur une photo d'identité judiciaire, a envahi les chaînes locales. Camille l'a vu par hasard sur l'écran d'un petit café en bord de mer. Le son était coupé. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement détourné le regard et bu une gorgée de thé. Il fut un temps où elle aurait vendu son alliance pour lui éviter le pire. Mais ce temps était terminé. Quand on passe sa vie à recoudre des trous qu'un autre déchire sans cesse, on finit par poser l'aiguille. Camille n'avait pas détruit la vie de son fils. Il l'avait fait tout seul. Elle s'était simplement écartée. Elle avait cessé d'amortir les conséquences qu'il avait soigneusement construites. Le matin de ses 70 ans, Camille a marché seule jusqu'au rivage. Pas de bougie, pas d'appel, pas de bruit. Juste elle et la mer. Elle portait une robe légère en lin et dans sa main, un galet lisse, gris et rond, gravé d'un mot, libération. Un cadeau de Mathilde, enveloppé dans un sourire et un murmure, c'est le moment. Les vagues étaient douces ce matin-là, le ciel teinté d'or. L'eau a caressé ses chevilles, le sel a frôlé une ancienne cicatrice qu'elle avait presque oubliée. Elle est restée immobile un long instant. Puis elle a reculé le bras, lancé le galet. Il a rebondi 2 fois, puis s'est englouti sous la surface. Elle n'a pas attendu l'éclaboussure. Elle n'a pas regardé en arrière. L'après-midi même, elle a signé les documents de résidence longue durée dans la suite qui donnait sur l'océan. Son nom gravé sur la porte. Aucun lien. Aucun rappel. Elle a placé le contrat signé à côté de son passeport. Sa vie, autrefois faite de réactions, d'urgence, de culpabilité, appartenait enfin à ses décisions. Chaque pas désormais naissait d'un choix. Ce soir-là, Camille s'est installée sur le balcon. Le ciel passait lentement au violet. Elle a ouvert son journal à une page blanche et a écrit, d'une main sûre, « Aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à moi ». Elle a souligné cette phrase 2 fois. Et quelque part, au-delà des vagues, là où plus aucune exigence ne pouvait l'atteindre, Camille a enfin expiré. Pas comme une femme abandonnée, mais comme une femme relevée, qui ne s'est jamais retournée. Parce que voilà ce que j'ai compris. Tu peux donner ton énergie, ton amour, ton avenir tout entier à quelqu'un, et cette personne peut quand même choisir de te rayer de sa vie comme si tu n'avais jamais compté. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'effacer toi-même. Je ne suis plus la femme silencieuse qu'on appelle en dernier recours. Je suis celle qui a repris les clés de sa propre histoire, celle qui a transformé l'abandon en clarté, celle qui s'est assise à sa propre table sans mendier une place
et qui la remplit de gens qui la voient pour ce qu'elle est. Pas un plan de secours, pas une option, mais le cœur de l'histoire. Ce que j'ai fait, ce n'est pas une revanche, c'est une reconquête. Et si toi aussi on t'a utilisé, ignoré, vidé, alors ce récit est pour toi, pour celles qui ont donné sans compter et à qui on a dit que ce n'était jamais assez, pour celles qui ont bâti, soutenu, aimé et qu'on a relégué dans l'ombre. À toi qui as été tenu à l'écart trop longtemps, c'est ton signal. Reprends ta voix, reprends ta place. Pas en marge, en tête. Si ce récit t'a touché, partage-le, commente, laisse une trace. Parce que le silence peut être une force, mais l'invisibilité ne doit plus jamais être une fin.